Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir et pour laquelle j'ai dû encore une fois élargir le champ de vision et me mettre debout pour pouvoir vous présenter la FLSun V400. Donc j'ai beaucoup de plaisir, extrêmement de plaisir pour la simple et bonne raison qu'il y a un peu moins d'un an, je vous présentais déjà la FLSun Super Racer, une machine qui avait réussi à me faire redécouvrir l'impression 3D et prendre plaisir à nouveau un peu à tester de nouvelles machines d'un format différent et surtout d'une rapidité et qualité exemplaire. Et contre toute attente, donc moins d'un an après, on se retrouve pour tester son évolution, la V400 qui apporte quand même de grosses nouveautés. Donc comme d'habitude, cette vidéo sera complémentaire du test en live que j'ai fait sur le forum où j'ai également déjà publié plusieurs tutos sur la V400, dédiés à la V400 et aussi complémentaire de l'article sur le blog qui résumera vraiment le tout et sur lequel je mettrai des photos un peu plus détaillées de tous les prints que j'ai pu faire. Donc dans la vidéo, dans un premier temps, on va faire un petit résumé de l'unboxing que je ne vais pas vous faire en vidéo puisque la machine est déjà montée. En parlant de montage, je vous expliquerai comment on la monte, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile et peut-être quelques astuces pour pouvoir y arriver plus facilement. Ensuite, on abordera donc les différences avec la Super Racer et ce sera l'occasion d'aborder donc les caractéristiques principales de la V400. On continuera avec la mise en route, les quelques réglages à effectuer avant les premières impressions 3D et avant de parler des impressions 3D, on fera une petite parenthèse Clipper, donc c'est le firmware qui anime cette FLSun V400, donc je vous en parlerai un petit peu. Ensuite, je vous présenterai les différentes impressions 3D que j'ai pu effectuer avec, que ce soit en PLA, donc là en doré et en blanc, en PETG avec le gris, en noir avec le TPU. Et pour finir, on parlera des avantages, des inconvénients et comme d'habitude, je vous ferai une petite conclusion. Tout ça, ce sera après le générique. Mais juste avant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, un pouce bleu si le sujet vous plaît et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais en introduction, on va commencer par l'unboxing. Donc le colis, il n'est pas bien épais, mais il est haut puisque les profilés sont hauts et quand même relativement large. Je vous ai mis encore une fois des photos de toutes les étapes du test sur le forum, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous allez voir des photos du colis, de son contenu, de comment tout est installé dedans. Donc il y a deux étages globalement. Sur le dessus, on retrouve une notice ainsi qu'un schéma technique de la carte mère. Ensuite, on a les trois gros profilés et en dessous, on retrouve la base et le haut où il y a l'électronique. Et avec tout ça, on a les différents accessoires qui sont répartis dans les différents compartiments en mousse. Tout est bien protégé, tout est bien rangé, il n'y a vraiment rien à signaler sur l'emballage. Et donc, on peut enchaîner avec le montage. Mais avant de vous parler du montage, comme d'habitude quand je reçois une machine, ce que j'aime bien faire moi, c'est démonter les parties qui sont démontables, surtout pour pouvoir voir ce qu'on a en termes d'électronique à l'intérieur. Donc l'électronique, on en parlera lorsqu'on abordera les caractéristiques, mais sachez que sur le forum, encore une fois, j'ai posté des photos où j'ai démonté donc le capot ici pour vous montrer comment est installé toute l'électronique. Et pareil, il y a des photos détaillées de l'extrudeur et des différentes pièces de la machine. Donc je le répète, mais c'est vraiment complémentaire. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous cherchez vraiment un maximum d'informations sur la machine. Et donc l'assemblage, la machine elle est livrée entre guillemets préassemblée. Il y a une documentation papier qui est très bien faite. Et à côté de ça, sur la clé USB qui est fournie avec, on retrouve des vidéos de montage qu'on peut aussi retrouver sur la chaîne officielle de FLSun. Mais je vais quand même vous parler un petit peu du déroulement. Donc c'est assez simple. Il faut donc fixer les trois profilés à la partie haute de la machine. Donc là, on retrouve l'électronique et les moteurs en haut de chaque axe. Donc du coup, on ne peut pas se louper puisqu'on a une étiquette X, Y et Z à chaque coin du triangle de la partie haute. Et on retrouve la même étiquette en haut du profilé sur lequel il faut fixer. Donc pour la partie haute, il n'y a aucun problème. Pour la partie basse, la notice nous explique comment se repérer par rapport au petit QR code qui est là pour pouvoir installer les bons profilés et surtout bien aligner donc le logo avec le devant du lit. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Tant que je pense au profilé en termes de finition, c'est vraiment superbe. Les finitions sont très très bonnes. C'est lourd, c'est robuste, ça inspire confiance. Et on a des petits détails intéressants puisqu'on retrouve en bas de chacun des profilés des petites protections en plastique qui viennent éviter de se faire mal aux mains lorsqu'on le manipule. Et pareil, sur le dessus, on a des petits caches. Donc il n'y a vraiment aucune partie entre guillemets coupante du châssis qui dépasse. Le châssis est entièrement en métal, que ce soit la base, le haut ou les profilés. Donc vraiment, c'est une machine qui est belle et qui inspire confiance et qui a de belles finitions. Une fois qu'on a fait ça, la notice nous indique donc de passer
ce câble qui arrive en bas, donc avec un USB et une prise barrel pour alimenter le petit écran dont on parlera après, le faire partir donc de l'électronique qui est en haut, le faire passer dans le profilet. Je crois que c'est la partie la plus entre guillemets pénible du montage, puisque le câble, il a tendance à s'écarter. C'est pas forcément facile à le guider du premier coup. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai pas réussi. Comme je bricole un peu dans ma maison, j'avais une aiguille en nylon dans mon garage, donc je m'en suis servi j'ai passé l'aiguille qui est rigide et qui va bien droit, et j'ai attaché le câble et j'ai tiré l'aiguille. Ça m'a permis de tirer le câble comme ça facilement. Si vous n'avez pas d'aiguille ou de quoi que ce soit pour aiguiller le câblage de la FLSUN, vous pouvez prendre un cordon RJ45 qui est assez rigide, vous le glissez dedans s'il est assez long, ou tout autre câble qui sera rigide et qui sera d'une seule partie, que vous pourrez glisser dedans et vous en servir pour accrocher le câble en haut et le faire glisser donc jusqu'en bas. Une fois qu'on a donc passé ce câble, on installe les bras, encore une fois des bras en carbone de toute beauté et de qualité. On les installe côté profilé sur les 3 profilés, et ainsi on peut venir installer la tête d'impression. Donc attention en la manipulant et attention quand même à la tension des ressorts qui est forte, à prendre votre temps et à faire en sorte de ne pas tout échapper et il n'y ait pas un ressort qui parte d'un coup ou un bras qui fasse valdinguer la tête. Ça serait dommage de l'abîmer au montage. Et la tête, une fois qu'elle est installée donc au bout des bras, on a le câble ici, l'unique câble non, on a plusieurs câbles qui passent dans une gaine en plastique qui n'est pas hyper sexy, mais au moins c'est rigide et c'est plus sympa je trouve que de la gaine tressée. En haut de ça, on doit fixer plusieurs connecteurs sur le haut du châssis. Vous voyez tout ça en photo sur le forum, hein, je le redis encore une fois. On ne peut pas se tromper, les connecteurs sont tous différents, il y a des trompeurs et même des couleurs, donc c'est assez simple à brancher. À côté de ça, on a le capteur de filament ici à installer, et le capteur de filament, le support, il permet de maintenir la gaine ici. Donc c'est bien fait, c'est bien pensé. Et la dernière chose à faire que moi je n'ai pas faite, pareil vous pouvez le voir sur les photos, tout simplement parce que la machine est dans une étagère Ikea, et on a le haut de l'étagère qui arrive à ras, donc je ne peux pas mettre le support de bobine qui va normalement sur le dessus. Et ici au-dessus on retrouve un trou qui permet avec un PTFE de guider le filament dans le capteur ici et ensuite de redescendre jusqu'à l'extrudeur. Et pour finir, il faut tout simplement donc venir brancher le petit écran avec son support qui est fourni avec. Donc voilà, l'écran on le branche ici. Avant que j'oublie, les prises de l'écran sont de ce côté-là. Le câble arrive ici. C'est un peu dommage parce qu'on perd donc la longueur de l'écran si on veut un peu le mettre un peu plus loin. Là, le câble arrive derrière et vient sur le côté. Je n'ai pas trouvé ça personnellement très pratique. Et surtout que selon la configuration, notamment moi dans mon atelier, j'ai besoin de mettre l'écran un peu plus loin et le câble est presque trop court. Mais bon, vous pouvez le voir quand même ici, il fait bien 50 cm, c'est quand même relativement confortable. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, la machine est montée et prête à être utilisée. Mais avant de parler de la mise en route et des premières impressions, on va quand même parler un petit peu des caractéristiques et des différences. Donc ce qu'on va faire, c'est, pour que j'oublie rien, on va partir du bas de la machine. La première différence et l'unique qui est en défaveur de la V400, c'est qu'on ne retrouve pas le petit tiroir qu'on a ici qui permet de ranger des accessoires et notamment le capteur de nivellement automatique du lit que je n'ai pas là pour la vidéo, qui traîne dans mon atelier. Mais voilà, on ne peut pas le ranger et je trouve ça dommage de ne pas retrouver ce petit tiroir ici, sachant que vous pouvez le voir sur les photos, en dessous là on a de la place. Et donc juste au-dessus on retrouve le lit. Donc le lit déjà il est plus grand, on passe de 260 mm de diamètre avec une hauteur d'impression de 330 cm sur un lit de 300, donc on passe de 260 à 330 cm, 300 mm de diamètre pour 410 mm de hauteur. Donc déjà on gagne en volume d'impression et surtout on gagne un lit amovible, aimanté. Hop, vous pouvez le voir, il s'accroche directement dessus et il est flexible pour retirer facilement les pièces qui sont collées dessus. Et en plus de ça, il est double face. On a une partie texturée qui accroche vraiment bien, une partie lisse pour laquelle il faudra vraiment une première couche bien réglée, bien configurée, à bonne hauteur pour pas que ça se décolle, mais quand même le PUI à bonne température avec le bon plastique et le bon offset Z, ça colle bien. Donc on a un lit amovible d'origine. Là où moi j'avais dû faire la modif sur la FLSUN SR, voilà, normalement en dessous de la FLSUN SR, on a le lit, la Super Racer en verre sur lequel moi j'ai collé une base magnétique pour pouvoir venir mettre donc du coup un lit, la même chose en PEI souple, amovible et double face, donc texturé et lisse. Donc ça c'est une modif que beaucoup de personnes avaient faite sur la Super Racer,
que Effelson a mis directement sur la V400 et ça c'est un bon point, donc ça veut dire qu'ils écoutent la communauté et vous allez le voir par la suite que de toute façon ils ont repris quand même quelques modifs de la Super Racer pour faire cette V400. Donc pour continuer avec les différences, même si les profilés se ressemblent un petit peu, ils sont différents. Ici on est sur un simple rail linéaire, là où on est sur un double, il y a 2 rails linéaires entre lesquels se déplace donc le chariot à l'aide de 3 poulies en quinconce. Donc tout ça, je vous l'ai déjà mis en photo sur le forum. Il y a même une vidéo de fonctionnement officielle Effelson et il y a également un tableau de Effelson qui explique les différences entre les profilés de celle-ci et les profilés de celle-ci. En gros, c'est plus précis, plus rapide, plus silencieux sur celle-ci et donc je pense que vu la hauteur, il fallait quelque chose de précis et avec une répétabilité élevée. Et donc ensuite, à mi-hauteur, une différence qu'on ne voyait pas là, puisque je vais passer ma Super Racer en direct drive, mais à la base, si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais faite de présentation, que je vous remets d'ailleurs quelque part en fiche en haut à droite de l'écran, on avait un extrudeur déporté, donc de type Bowden. Moi, j'étais passé en direct drive pour avoir une meilleure gestion des filaments souples et de la rétraction de manière générale. Donc là, d'origine, on a un extrudeur direct drive qui est vraiment bien conçu. Je vous ai mis des photos détaillées sur le forum, mais il y a également une vidéo du montage, un truc en 3D qui a été publié par Effelson qui montre bien comment c'est fait. Et c'est vraiment une belle pièce. Un extrudeur direct drive donc, qui pèse moins de 400 grammes, qui intègre d'origine des LED. Donc on a 3 rangées de LED qui permettent d'éclairer l'impression au cours de cette dernière et qu'on peut éteindre ou allumer depuis l'écran ou depuis l'interface à distance. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que pareil, il y en avait qui avaient rajouté des LED ou des éclairages sur la SR. Donc là on a un éclairage natif. En termes de ventilation, donc on a un beau radiateur et ici un cache floqué Effelson qui permet avec un seul ventilateur de refroidir le head brake, le corps froid. Le head brake il est bimétal donc on n'a pas de problème de température et on peut vraiment passer des filaments de tout type à toute température. J'ai plus les chiffres en tête. En parlant de chiffres en tête, si vous voulez vraiment toutes les caractéristiques techniques de la machine, n'hésitez pas à aller jeter un œil au comparateur sur le blog, comparateur d'imprimante 3D où il y a toutes les fiches produits de toutes les machines quasiment qui existent sur le marché. Donc on a un head brake bimétal, un seul ventilateur avec un radiateur conçu par Effelson. Au bout de cet extrudeur, de ce head brake bimétal, on a un corps de chauffe de type Volcano qui cette fois-ci a l'air d'avoir les vraies dimensions. Donc c'était important de toute façon pour pouvoir imprimer vite, parce que je ne vous l'ai même pas dit, mais la différence principale de la V400 avec la Super Racer, elle s'appelle V400, tout simplement parce qu'elle permet d'imprimer à 400 mm/s d'origine sans modification et peut-être même qu'on peut faire plus en la modifiant, là où la Super Racer, elle, offrait de base d'origine 150 mm/s. Donc pour pouvoir imprimer à cette vitesse-là, il faut aller vite. Donc il faut un bon corps de chauffe. Donc c'est un type Volcano, quasiment la même taille au pied à coulisses, j'ai regardé. Il y a très peu de différence. Et dedans, on retrouve par contre une buse propriétaire. Elle est de type Volcano, visiblement on peut la changer. Mais si on la change, attention, si on met une buse classique avec un seul conduit, on ne pourra pas imprimer aussi vite. La buse fournie par Effelson, je ne l'ai pas encore démontée, je ne vous ai pas fait de photo, mais on a 2 conduits dedans. Donc éventuellement, on pourrait la remplacer par une buse CHT. Je crois que ce sont les seuls à faire des buses high flow, comme on dit, donc à gros débit. Les buses CHT, elles, ont 3 conduits dedans. Donc le filament est fondu dans 3 conduits pour pouvoir être fondu plus vite et sortir plus vite au niveau de la buse. Le filament, une fois sorti, il est refroidi par 2 ventilos. Donc ce sont des petits ventilos 40-10, comme sur la SR d'origine, où moi je suis passé en les turbines 50-15. Je ne suis pas certain que ce soit une upgrade forcément nécessaire puisque les 50-15 on ne les utilise pas à fond parce que de une ils font du bruit et de deux ils refroidissent trop, ils soufflent trop fort. Donc là les 50-10 ont l'air de faire le taf, même si je pense que les 2 fan ducts, là les conduits d'air qui ont l'air quand même d'être bien dirigés au niveau du bout de la buse pourraient être améliorés pour refroidir un petit peu, vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on parlera des différents torture tests que j'ai imprimés. Et donc comme c'est du direct drive, on retrouve forcément le moteur de l'extrudeur au niveau de la tête. C'est un extrudeur de type Pancake, les petits moteurs, la NEMA, avec un levier de tension réglable par une vis avec un ressort. Alors ça offre une granularité qui est vraiment bonne, mais pour chaque filament, il faut vraiment regarder comment on fait. Moi, ça, j'aurais aimé qu'on retrouve le levier qu'on a ici sur la Super Racer qui permet, selon 3 positions, d'ouvrir l'extrudeur. Position du milieu, d'avoir une tension forte pour les filaments
entre dur, type PLA, PETG, et une troisième pour les filaments souples, que ça sert encore plus pour bien entraîner le filament souple qui s'écrase lorsqu'on le presse. Donc voilà, ceci dit, j'ai trouvé un réglage qui ne mord pas trop les filaments durs comme le PLA et le PETG et qui arrive à entraîner du TPU sans que j'ai besoin à chaque fois de revisser, dévisser la vis de tension, donc ça c'est pas mal. Mais bon, globalement, on a un très bel extrudeur direct drive au bout des bras et qui fonctionne très bien. Ensuite, si on continue et qu'on remonte, on a le capteur de filament. Donc ça, c'est même chose sur la Super Racer. Il est là, je ne l'utilise plus. Mais là, il est opaque, alors que là, il est transparent et c'est cool parce que ça permet de voir comment est dedans le filament, parce que des fois, il se coince. Et ça permet donc de tourner le filament et de l'orienter et de le faire sortir vraiment facilement. Donc là, on a encore une fois une petite évolution, mais elle est pratique. Et l'avant-dernière différence, ici on a un logo classique qui est la sérigraphie, enfin c'est un autocollant, peinture, je ne sais pas. Alors que là, on a un beau logo LED éclairé lorsqu'on allume la machine. Donc ça, pareil, photo sur le blog, peut-être que je vous mettrai une petite vidéo en incrustation de celle-ci. Mais voilà, ça joue sur la finition, c'est vraiment sympa. Et la plus grosse des différences avec le Direct Drive, donc c'est cet écran-là qui embarque un firmware Clipper, dont je vais vous parler un petit peu plus par la suite. Cet écran, il l'appelle le SpeederPad. Il va être, ou il est déjà vendu en standalone à l'unité, pour la simple et bonne raison que ici sur le côté, en plus du port USB relié à la V400, on en retrouve deux et on peut piloter donc deux autres machines, des QQ de chez FLSUN ou idéalement la Super Racer dans mon cas. Je ne l'ai pas encore testé puisqu'il faut flasher la carte mère de la machine, mais il y a de la documentation chez FLSUN et ça c'est cool parce que donc ça, avec cet écran là, on peut piloter jusqu'à 3 machines et également y avoir accès à distance puisque ça embarque un serveur web dont je vous reparlerai par la suite également. On peut donc désormais aborder la mise en route, la configuration et les premiers prints. Encore une fois, la documentation est bien faite mais très succincte. Pour la mise en route, on nous explique donc comment allumer et faire la calibration de base. Donc la calibration de base consiste à faire une calibration delta qui n'est pas hyper complète puisque donc la calibration delta, ça consiste à mesurer la géométrie en fonction des end-stop et tout un tas de calculs. Donc mesurer la géométrie et comment est monté tout ça en fonction du montage de la machine et de l'environnement. Donc c'est important à faire, mais par exemple on n'a pas la calibration des end-stop. Donc les end-stop, c'est à quel moment ça s'arrête en haut, donc ça peut jouer un petit peu sur la qualité. Et on a d'autres options que j'ai abordées dans le topic de mise à jour sur le forum, si ça vous intéresse d'aller les voir. Voilà une calibration assez succincte de la cinématique Delta. Ensuite, on doit faire la mise à niveau du plateau qui est automatique mais qui nécessite un petit accessoire à venir brancher en haut et aimanter en bas. Et on lance, ça palpe tout seul, ça dure quelques dizaines de secondes et c'est terminé. Et une fois qu'il a fait donc la cartographie entre guillemets du lit, il ne reste plus qu'à effectuer l'offset Z, donc c'est vraiment l'espace précis entre la buse et le lit. Donc ça se fait avec une petite feuille en papier, on la glisse, il faut qu'elle gratte à peine entre la buse et le plateau. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique. C'est une manipulation qui est très simple à faire, aussi bien depuis l'écran que l'interface web, donc à distance sur un ordinateur, une tablette, un téléphone. Donc ça c'est vraiment cool, on peut vraiment la contrôler depuis n'importe quel périphérique. Et une fois qu'on a fait la mise à niveau du plateau, eh bien on peut lancer une impression, donc soit depuis une clé USB, soit en envoyant directement un G-code depuis l'interface web sur l'espace de stockage intégré à l'écran. Donc ça c'est vraiment pratique. Et moi pour commencer, j'ai tout simplement imprimé les G-codes qui étaient présents sur la petite clé USB, donc que j'ai branché tout simplement sur l'écran. Mais avant de vous parler des prints, donc revenons sur cet écran et le firmware qui l'anime. Donc c'est Clipper son nom, c'est un firmware open source, une alternative donc à Marlin qu'on connaît principalement sur toutes les imprimantes 3D un peu plus anciennes, même puisqu'aujourd'hui Clipper commence à se répandre, même si c'est pas simple à configurer, à mettre en œuvre. Donc Clipper, il est installé forcément sur la carte mère. La carte mère, je ne vous en ai pas parlé dans les caractéristiques techniques, c'est une 32 bits MKS Robin Nano V2. Cette carte mère, elle va simplement s'occuper de donner les ordres au moteur pour faire bouger donc les trois bras et l'extrudeur pour faire sortir le plastique au bon endroit. Tout ce qui est calcul, puissance de calcul, c'est délocalisé entre guillemets donc sur cet écran. Et donc Clipper, on peut le faire tourner sur un ordinateur, sur un Raspberry Pi. À partir du moment où il a une connectique USB pour communiquer avec la carte mère,
c'est jouable. Mais là, encore une fois, tout est packagé dans cet écran-là qui permet donc de communiquer avec la carte mère au travers d'une interface. Donc, l'interface sur l'écran, elle s'appelle Clipper Screen. C'est une interface qui est aussi belle qu'intuitive et complète. On y retrouve tout ce qu'il faut en termes de calibration, réglage, information sur la machine. C'est une interface qui est simple et même si elle est seulement survolée dans la documentation FLSUN, il n'y a vraiment rien de compliqué. On clique, on regarde, tout est explicite en termes de menu. Enfin voilà, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Et cet écran, comme je vous le disais, il intègre également un serveur web. Donc là, il est baptisé Mainsail, c'est le nom de l'interface. On en a d'autres qui s'appellent Fluid par exemple. Sans bidouiller, on ne peut pas en installer d'autres, mais sachez que si vous le voulez, vous pouvez changer le serveur web ou même l'interface de l'écran qui est installée dessus. Ça, ce sont des petites améliorations qui demandent quand même un peu plus de technicité et qui potentiellement peuvent poser problème en cas de besoin de SAV et de garantie. Donc le serveur web Mainsail, on y accède depuis n'importe quel navigateur, que ce soit sur un ordinateur Windows, Mac, une tablette, iPad ou Android, un smartphone, encore une fois iOS ou Android. C'est tout simplement un navigateur et c'est encore plus complet que l'écran et personnalisable. Et on a vraiment tout un tas de trucs comme l'historique des objets imprimés, donc le nom du G-code, la durée d'impression, est-ce que l'impression s'est bien terminée, est-ce que l'impression a échoué, le nombre total d'heures d'impression, toutes les informations sur l'imprimante, sur ce qui est embarqué dans l'écran, donc les mises à jour de l'interface, de l'OS. On retrouve vraiment tout un tas de choses. Et il y a même un visualisateur de G-code si on ne sait pas à quoi correspond le G-code par rapport au nom et qu'il n'y a pas de petite vignette intégrée au G-code qui s'affiche sur l'interface. Donc on peut carrément parcourir le G-code et il affiche l'objet en 3D sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment bien fichu. Et aussi à distance, on a la possibilité de voir le flux d'une webcam. Donc on pourrait installer quelque part pour surveiller l'impression ou faire des timelapses. Les timelapses, ce n'est pas une fonctionnalité que je vais traiter dans cette vidéo, mais sachez que c'est fait pour et que lorsqu'on lance un print, on peut lui dire ou pas de faire un timelapse s'il y a une caméra de connecter. Donc la caméra, elle est affichée sur l'interface web, peu importe d'où on la consulte. Donc ça, c'est cool si on veut surveiller son impression lorsqu'on n'est pas dans la même salle que l'imprimante. Et donc vraiment Clipper, que ce soit en termes de performance, d'impression 3D et de qualité, parce qu'on a vraiment un gain de qualité par rapport à Marlin. On a aussi donc une interface qui est vraiment complète et conviviale. Et si de base, ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, puisqu'il faut avoir un système d'exploitation, un écran, installer des trucs, configurer des trucs, là, FLSUN a vraiment réussi le tour de force de le rendre accessible à tout public. On sort l'imprimante du carton, on lit la doc et on s'en sert. En contrepartie, ce n'est pas une installation et une configuration qui sont optimales. Sans rentrer dans les détails, comme je vous le disais au moment de la calibration Delta, on a des options et 2-3 paramètres qui ne sont pas forcément accessibles. Donc on a des paramètres qui ne sont pas accessibles en termes de calibration Delta, mais on a aussi des paramètres qui sont mis alors qu'ils ne sont pas forcément conseillés dans la doc officielle de Clipper. Donc voilà, tout n'est pas parfait, mais encore une fois, ça fonctionne très bien sorti du carton. Mais les plus geeks et bricolos se sentiront très vite à l'étroit puisqu'on n'a même pas les droits d'admin sur l'écran, donc c'est compliqué de faire des mises à jour ou d'installer une autre interface pour le serveur web. Mais sachez que tout ça, déjà j'ai réussi à entre guillemets craquer la machine puisque j'ai obtenu les droits d'administrateur sur l'écran. Le système d'exploitation, c'est tout simplement A1 Ubuntu. Je vous explique comment j'ai fait ça dans un topic de tuto route de la V400 sur le forum. Donc ça permet déjà de faire pas mal de bidouilles sans avoir besoin de ces droits d'admin. On peut, si on veut, changer les sources d'installation parce que c'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais Clipper, c'est un firmware qui est officiel. Clipper Screen, tout ce qui va avec, c'est open source, c'est gratuit et on retrouve ça sur GitHub normalement. Mais FLSUN a fait des modifications et fait pointer toutes ces briques, donc Clipper Screen, l'interface web et tout ce dont on a besoin sur des repositories, des serveurs de stockage personnalisés qui en plus sont hébergés en Chine et qui sont parfois lents. Donc des fois lorsqu'on fait des vérifications de mise à jour, le serveur ne répond même pas. Donc voilà, ça peut être gênant, mais sachez qu'on peut tout changer, repasser sur les distributions officielles de Clipper, Clipper Screen, Mainsail, Fluid. On peut faire vraiment tout un tas de choses. Donc si vous êtes bricolo et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez. Le choix de l'OS aussi sera critiqué par tous les puristes de Clipper parce que ce n'est pas le plus léger, mais on est sur du Ubuntu LTS, Long Time Support. C'est, je pense, pour ça que FLSUN est parti là-dessus pour pouvoir avoir un suivi de mise à jour assez longtemps dans le temps sans avoir besoin de faire une doc qui expliquera comment faire une mise à jour majeure du système d'exploitation embarqué dans l'écran. Donc voilà, c'en est tout pour la parenthèse
clipper, vraiment clairement il pourrait y avoir matière à faire, même plus que matière à faire une vidéo dédiée. Si jamais ça vous intéresse que je vous en dise un peu plus, que ce soit dans un article sur le blog ou même en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et donc passant au print, c'est la première fois que je peux faire autant de print pour un test en si peu de temps, puisque j'ai reçu la machine début août, j'ai commencé à la tester, je suis parti en vacances 2 semaines et là on est fin août. J'ai terminé tous mes prints de test, j'ai déjà pas mal bidouillé la machine, amélioré la machine, tout est sur le forum et voilà, la rentrée n'est même pas encore passée. Je ne sais pas encore quand la vidéo sortira, mais moi je la filme avant la rentrée et j'ai un paquet de prints. Clairement, la machine va vite, très vite et surtout très bien. Sans parler de la vitesse, en termes de qualité, on sent encore une fois le gap par rapport à la Super Racer qui, elle, déjà de par sa cinématique Delta, offrait vraiment des belles courbes, même à haute vitesse, c'était lisse, c'était propre. La Clipper, on est dans un autre monde, que ce soit en termes de fonctionnalité et de performance. Donc comme c'est pas facile et que je suis loin de mon écran, je ne vais pas forcément vous montrer tous les prints. J'ai mis tous les détails dans le topic test en live sur le forum où je vous remets même les temps d'impression et les paramètres. De toute façon, les paramètres, je suis principalement resté sur le PLA. J'ai uniquement utilisé le profil qui est fourni pour Cura 5, même j'ai utilisé Cura 5.1. J'ai imprimé, ceci dit, quand même les fichiers qui étaient slicés par le constructeur sur la clé USB. Donc déjà, on a cette vis, enfin ce boulon, donc constitué d'une vis et d'un écrou qui est sorti à une vitesse improbable malgré sa taille. Aucun problème de jeu, il y a de tolérance. Bon, le jeu est large, donc ça rentre sans problème. Mais la pièce est vraiment super belle. Ensuite, j'ai imprimé ce petit lapin qui est super lisse, malgré encore une fois la vitesse d'impression. Alors attention, sur les petites impressions, on ne peut pas profiter pleinement de la vitesse puisque si les couches sont trop courtes, elles n'ont pas le temps de refroidir. Et donc on essaye quand même d'avoir des couches qui font, je crois dans les paramètres, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 secondes minimum par couche dans Cura par défaut. Donc voilà, on a un très beau lapin. Puis de toute façon, si on va avoir des couches qui soient, des surfaces qui soient belles, il faut faire des périmètres qui soient entre guillemets plus lents. Donc le profil par défaut, on est à 380 mm par seconde sur le remplissage. Moi, je l'ai poussé quand même à 400 pour vraiment être sûr que la machine sorte à 400 et on n'a aucun problème sur tous les filaments que j'ai testés. À cette vitesse-là, non. Le PLA à 400, on verra les vitesses pour les prochains filaments, les filaments suivants. Mais donc 400 mm de infill. 120 sur les périmètres extérieurs, donc un peu plus lent pour que ce soit beau, et 280 mm secondes sur les périmètres intérieurs. Donc ça, c'est le profil par défaut et j'ai tout fait avec ces vitesses-là en PLA et il n'y a rien à dire. Pareil, le Benchy est sorti très peu de stringing. Les porte-à-faux, les pièces dans le vide sont très belles. Les petites parties sont très bien sorties, aucun souci. Ce bateau n'était pas sur la clé USB, par contre, il était sur les G-codes déjà tranchés de la carte mémoire de l'écran et donc j'ai pu vérifier à quoi ça correspondait grâce au G-Code Viewer de l'interface web. Donc ça, c'est pas mal. Le test de porte-à-faux qui est par contre sur la clé USB déjà tranchée, on arrive jusqu'à 70 degrés sans support et sans filament qui pendent. Donc clairement, ça montre que le refroidissement des doubles ventilos n'est pas mauvais, mais les tests de torture que j'ai fait suivants montrent quand même qu'on a un petit peu de cheveux d'ange. Donc j'ai par la suite pas augmenté la vitesse, la longueur, mais j'ai augmenté la vitesse de rétraction et ça va beaucoup mieux. J'ai fait des tests avec Super Slicer de calibration, vous pouvez le voir par la suite, voilà, de stringing. Donc j'ai amélioré ça avec ces différents objets là. Mais globalement, le torture test, en dehors du stringing, on a les pointes qui sont vraiment pointues et propres. Encore une fois, ici jusqu'à là assez haut, quasiment plat, sans problème. Par contre, on peut voir sur les pontages que les longs ponts, on a quand même le filament qui s'affaisse. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer sur la quantité de filament extrudé pour les ponts, la vitesse, le refroidissement. Mais encore une fois, je suis sur le profil par défaut et voilà ce que ça sort. Mais attention, j'ai refait un méga test de pontage et vous pouvez voir que là, on a, je crois, ça allait jusqu'à 15 cm dans le vide, sans que ça pende trop. Donc vraiment, ça c'est nickel. Vous pouvez voir aussi que cet objet, je l'ai fait en 2 couleurs, tout simplement parce que j'ai fini la bobine de PLA blanc qui a été fournie. Donc la machine, sans souci, s'est mise en pause. La tête s'est parquée, j'ai changé mon filament, j'ai fait reprise et ça a repris sans souci.
Je n'ai pas testé la reprise d'impression sur coupure de courant, mais sachez qu'elle est disponible et que généralement ça fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de le tester sur la SR, ça fonctionnait sans problème. Et donc pour en finir avec les tests en PLA, voilà, je vous montrerai tous les objets que j'ai imprimés de différentes tailles en PLA blanc et doré, que ce soit les pièces comme ça avec des articulations et des charnières déjà faites qui ne s'emboîtent pas, qu'on ne peut pas déboîter, il n'y a aucun souci, ça s'imprime super bien. Là j'ai fait un Gruffalo où on a les détails, que ce soit les dents ou les cornes, sont vraiment nickel. J'ai fait un test en vase mode. Alors le vase mode n'a pas de grand intérêt en termes de performance, ça va vite, c'est simple, la buse tourne, il n'y a même pas de Z-hop ou quoi, ça suit son cours, mais ça allait super vite. Par contre, je ne sais pas pourquoi le profil par défaut n'imprimait pas à 400 mm par seconde. Sur l'écran, j'ai boosté la vitesse à je ne sais plus combien de centaines de pourcents, tout ça c'est sur le forum, jusqu'à ce que le vase soit sorti à 400 mm secondes affiché à l'écran en termes de déplacement et d'extrusion. Et la qualité est vraiment nickel. Ce vase est sorti super vite à une vitesse défiant toute concurrence dans ce que moi j'ai pu tester. Je sais que si on sort avec des machines Core XY de type Voron, des trucs de fou aussi, mais là voilà, on est sur une Delta préassemblée et voilà, on sort une pièce de taille quand même de belle taille et surtout de très très bonne qualité. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est lisse, c'est beau, c'est une très bonne machine pour le PLA. Suite à ça, j'ai attaqué le PETG qui est quand même un petit peu plus compliqué en termes de température et de vitesse. Donc j'ai simplement augmenté la température, donc je ne vous l'ai pas dit, mais le PLA était à 210 degrés, ce qui n'est pas énorme pour une vitesse d'impression, mais donc du coup ça quand même ça sort bien, la buse fait bien le taf. Je suis passé de 210 degrés à 250 degrés pour le PETG. J'ai passé le remplissage de 400 mm seconde à 250 mm seconde pour du PETG après différents essais en incrémentant la vitesse. Je n'ai pas été au-delà de 250, mais potentiellement ça pourrait passer. Mais le remplissage commençait un petit peu à se sentir, on sentait que c'était moins bon. Donc je surveillais bien les impressions. 250 mm par seconde en remplissage et 100 mm par seconde sur les périmètres. Pareil, je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus, mais on sort des pièces. Donc voilà, j'ai fait une petite pièce, ce petit dragon. Rien à dire. Toutes les pièces que je vous présente, je n'ai fait zéro post-production. S'il y a des cheveux d'ange, ils sont dessus, je ne les ai pas enlevés. S'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est dessus et je vous le dis. En PETG, j'avais également augmenté un petit peu la vitesse de rétraction. Si vous avez besoin des paramètres, je vous invite à aller consulter le forum pour les profils Cura. Mais voilà, le PETG est sorti de très très bonne qualité. Vous pouvez voir que sur ce test de stringing, il y en a tout simplement quasiment aucun. J'ai fait le petit cube là qui se plie dans tous les sens à l'infini, donc avec des charnières intégrées et qui ne se démontent pas, il n'y a aucun problème. La tolérance est bonne, les codes sont bonnes et surtout les surfaces sont très belles. Première couche, dernière couche, rien à dire. Et pour en finir avec le PETG, j'ai fait pour mes enfants un espèce de lézard. C'est une espèce qui existe dans la vraie vie, hein, ce n'est pas un Pokémon ou autre. Voilà, lézard articulé pour lequel j'ai augmenté un petit peu la vitesse, histoire qu'il sorte plus vite. Mais la qualité est vraiment bluffante. Il n'y a rien à dire. Les pattes ne se sont pas décollées. Tout est bien articulé. Les parties arrondies, les yeux, les parties légèrement en porte-à-faux. Voilà, la pièce est vraiment sortie sans aucun problème et encore une fois, vraiment très bonne vitesse pour du PETG. Je ne vous ai pas parlé, là je vois la grosse pièce que j'ai imprimée ici en PLA. Celle-ci, c'était pour un concours qui a été partagé sur le forum sur le thème des animaux que pour lequel j'ai pas eu le temps de poster ma participation puisque je n'ai tout simplement pas équipé mon chat de cette armure. Ça a fait rire plusieurs membres sur le forum. La qualité est un petit peu moins bien tout simplement parce que je suis passé sur des couches de 250 microns et j'ai encore augmenté la vitesse des périmètres pour aller plus vite parce qu'il y a quand même pas mal de pièces et je l'ai imprimé en 3 fois, donc mine de rien, parce que voilà, quand même, on a un lit qui est plus grand et j'aurais même pu le faire, je pense, en 2 fois. Je pense qu'on aurait pu caler d'une manière ou d'une autre, voilà, toutes les pièces sur le lit. Donc moi, je l'ai fait en 3 fois, voilà, 2 par 2 et la grosse pièce toute seule à la fin, alors que voilà, sur la SR, c'est déjà plus compliqué. On peut en mettre 2, mais c'est plus proche et c'est plus difficile. Mais voilà, je voulais refaire cette petite parenthèse quand même sur le PLA. Et donc PLA, PETG. Et moi, comme je fais du drone FPV, j'ai besoin de pièces en TPU pour protéger ma caméra, notamment, et protéger les différentes pièces en carbone. Donc c'est aussi pour ça que j'avais passé la Super Racer en direct drive. Là, on a du TPU. Je n'avais jamais poussé l'expérience, même avec la Super Racer, d'aller au-delà de mes profils habituels qui sont entre 80 voire 100 mm secondes en TPU.
au moins pour le remplissage, parce que le TPU, si on va vite pour les parties dans le vide, c'est un peu compliqué. Là, j'ai fait différents essais qui m'ont permis, alors j'ai plus les chiffres en tête, tout ça, il y a les photos et les chiffres sur le blog pour vérifier que le remplissage sur le forum, pour vérifier que le remplissage se faisait bien, et j'ai réussi à sortir du TPU à plus de 250 mm par seconde avec un remplissage qui est super clean. Donc si on arrive à faire en sorte que son profil fasse du remplissage vite et des périmètres plus lents, surtout quand on a du porte-à-faux, et ben on peut sortir de très belles pièces. Et donc j'ai sorti donc ce lapin que vous pouvez voir, donc qui est bien flexible. Si vous regardez, alors comme je le dis à chaque fois dans mes tests, les impressions en TPU, c'est un matériau qui fond bien, et en général c'est très flatteur et plus lisse que le PLA et un peu le PETG qui aussi je trouve plus beau que le PLA. Mais voilà, là la qualité est juste bluffante. Le lapin est sorti, j'ai encore une fois plus les chiffres en tête, mais à une vitesse très très bonne, et il n'y a aucun problème, c'est super propre. J'ai essayé une pièce un petit peu plus complexe avec cette petite bombe là qui encore une fois est souple. Alors on peut voir que ça a été un peu plus compliqué, je pense à cause de la vitesse et du filament, la petite mèche sur le dessus, mais le reste, même là les trous qui ont été faits sans support, et ben ils sont nickel. Donc clairement on peut faire du TPU à haute vitesse et ça c'est génial. Là où ça va être compliqué, c'est de régler le slicer correctement pour pouvoir avoir des angles aussi. C'est vrai que quand on fait des cubes, si on va vite en TPU, c'est parfois compliqué d'avoir des belles arêtes, mais là on a des arêtes qui sont de très bonne qualité. Les arêtes, ça me fait penser que Clipper propose l'équivalent du Linear Advance sur Marlin qui s'appelle le Pressure Advance, qui permet donc de libérer la pression de l'extrudeur en fin de couche pour éviter les cheveux d'ange et que ça bave, et également de faire des belles arêtes. Alors là, moi j'ai eu la chance d'avoir une machine qui sortait de très beaux prints de base. On a Guilouz que vous pouvez connaître, qui a déjà fait de nombreux modes et firmware pour l'ASR, qui a déjà bien bossé et sorti un firmware personnalisé pour l'écran et d'autres choses pour la V400, qui lui a eu plus de problèmes et a un peu plus critiqué les paramètres par défaut, donc de Pressure Advance pour cette partie de stringing, et également de Input Shape qui permet de smoother et de gérer les accélérations et décélérations de la machine quand elle va très vite. Et c'est vrai que FLSun a fait des mesures, je pense, qui normalement vont convenir à pas mal de machines, mais si on veut aller plus loin, d'ailleurs il y a un message sur le forum qui s'appelle Pour aller plus loin, qui explique comment régler donc le Pressure Advance, l'Input Shape, et même pour faire l'Input Shape, pour aller encore plus loin, Guilouz a sorti un support d'accéléromètre. On peut brancher un accéléromètre sur la tête et pour prendre des mesures et vraiment faire des réglages aux petits oignons. Donc on peut aller encore plus loin que cette qualité qui est vraiment très très bonne. Et donc pour en conclure avec les prints et le TPU, donc le TPU je l'ai imprimé à 220 degrés, là où j'étais à 240 pour le PETG et 210 pour le PLA. Et donc 220 degrés, 250 mm par seconde en infill et 100 mm par seconde sur les périmètres, donc même paramètre que le PETG en dehors de la température. Et voilà, sans trop se prendre la tête, on sort des super pièces à une vitesse qui est juste abusée. En tout cas, moi, de mon expérience, ça va trop vite et la qualité est vraiment trop bien. Et donc, il est temps maintenant de se rapprocher de la conclusion. Pour ça, on va aborder les avantages et les quand même quelques inconvénients de la machine, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, cette V400, le plus gros avantage pour moi qu'elle a, c'est de mettre Clipper à portée de tous. Clairement, on ne s'embête pas et ça fonctionne quand même plutôt pas mal, même s'il y a des axes d'amélioration. Et ensuite, Clipper, donc avec cet écran et ces 3 ports USB, eh bien, il peut piloter jusqu'à 3 machines. Donc ça, c'est un avantage aussi à mon goût, puisque si on en a une autre ou 2 autres FLSun, eh bien, on peut les piloter les 3 et donc aussi bien bénéficier du contrôle à distance que de la gestion centralisée, que des performances accrues de Clipper grâce au calcul délocalisé de la carte mère. Donc ça, c'est cool aussi. Le speeder pad, c'est pour moi un avantage. Ensuite, on est en direct drive natif. Donc ça, c'est génial. De toute façon, le direct drive, c'était impératif pour pouvoir sortir du filament à cette vitesse. Et donc, c'est cool pour le TPU et les filaments exotiques. Donc, direct drive, gros avantage pour la V400. Et forcément, V400, 400 mm par seconde, la vitesse, c'est un avantage. Le volume d'impression, c'est un avantage parce qu'on est quand même sur une belle delta. En plus de ça, elle imprime de manière vraiment silencieuse. Et dernière chose, puisqu'on parlait du volume d'impression, donc du lit, le lit d'origine amovible, flexible et double face. Donc ça, c'est cool et je crois que c'est le dernier point positif qu'on va pouvoir mettre dans cette petite liste. Et abordons maintenant donc les quelques inconvénients. Donc forcément, on gagne en volume d'impression. Déjà que les deltas, c'est haut.
Et bah, cette V400 tout simplement, elle est juste super à en comprendre, pas forcément au sol mais en hauteur. Là on est à 98 cm sans le support de bobine qui vient bien rajouter 10-15 cm. Je ne l'ai même pas monté donc je ne peux pas vous donner les mesures. On a le support plus la bobine en fonction de la taille de la bobine. Voilà, on a une machine qui va super haut, c'est même hors du champ de ma petite caméra. Donc voilà, inconvénient de taille, la taille. Ensuite, inconvénient un peu moins important et un peu moins gênant, l'absence de tiroir pour ranger les petits accessoires. Ça, je trouve ça dommage. Je trouvais ça vraiment cool sur la Super Racer, ce petit tiroir. Et avant d'aborder le dernier inconvénient qui est de taille lui aussi, on peut parler quand même de l'implémentation de Clipper qui est perfectible et donc du prix. Parce que bah, la vitesse, la taille, la qualité, le speeder pad, tout ça, ça a un coût. On a l'électronique en plus et on approche quand même, si on ne le dépasse pas en fonction des boutiques, des 1000 € livrés. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde et ça va être l'occasion de faire directement la conclusion. Pour moi, si l'encombrement et le prix ne vous posent pas problème, bah, clairement, vous pouvez foncer sur la V400. C'est mon nouveau coup de cœur. Alors, vous allez me dire, j'ai souvent des coups de cœur. Non, c'est pas vrai parce que dans toutes les machines que j'ai testées, j'en ai pas gardé beaucoup. Il y a eu la X1 que j'ai adorée. Ensuite, il y a eu la Super Racer. La X1, j'ai eu longtemps. La Super Racer qui aura fait 1 an. Et aujourd'hui, la V400. Mais clairement, la V400, elle apporte son lot de nouveautés et un gain non négligeable en rapidité et en qualité. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la machine m'a été envoyée en avant-première par FLSun. Je ne l'ai pas payée, mais ils ne m'ont donné aucune contrainte et aucune directive pour la review. Ils ne m'ont même pas demandé de faire vidéo, juste principalement de la tester et leur faire un retour. Donc ça, c'est cool. Et si ça ne me plaisait pas, je ne vous le dirai pas. Et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est honnête. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez besoin d'aide de façon plus générale, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum, sur le Discord, sur les différents groupes Facebook. On a un groupe Facebook dédié FLSun. Il y aura une communauté très active, principalement pour le forum. Moi, ça reste mon média de prédilection, le forum, parce que c'est lisible, c'est archivé correctement, on s'y retrouve plus facilement que sur Facebook. Discord, si vous aimez ça, il n'y a pas encore grand monde, mais ça vous permet de discuter avec des makers, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et surtout maintenant, avant de vous laisser, je vous invite encore une fois, si vous avez regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça nous aide beaucoup au référencement de la vidéo et ça me fait plaisir, moi, que mon travail soit entre guillemets récompensé, même si ce n'est pas un travail que j'effectue sous contrainte, puisque tout ce qui est impression 3D et gestion du site, c'est une passion que je fais sur mon temps libre, donc je n'ai pas de notion de rentabilité et quoi que ce soit à gagner en faisant ça, c'est juste par plaisir de partager. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et si vous voulez voir les prochaines vidéos, surtout à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.